Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va vous proposer une émission en deux temps ce soir. Un premier temps qui va être consacré à l'histoire, au retour sur les sombres années de 39-45. On sera d'abord avec Anne Duchesne. Elle signe un ouvrage sur l'histoire de sa famille, la famille Borms, avec un grand-oncle collaborateur, mais aussi une mère résistante qui a été déportée. Avec Claire Pao, on s'intéressera en détail justement à toutes ces femmes belges déportées au camp de Ravensbrück. Elle signe un ouvrage sur cette question-là, le fruit de ses recherches. Et puis en seconde partie d'émission, on s'autorisera un petit peu plus de légèreté et de plaisir avec François Vaiana, un des chanteurs du Brussels Vocal Project, qui fêtera bientôt ses 15 ans. Ce sera au Théâtre Marny. En fin d'émission, Camille Pierre sera de nouveau avec nous pour performer un de ses textes. C'est Connaissez-vous et nous sommes partis. Bonjour Anne Duchesne. Comment est-ce que vous vous sentez? Entrer sur un plateau de télévision, c'est pas l'exercice le plus agréable? Ah, on va devoir refaire, les amis. C'est pas moi. Vous avez besoin de faire changer quelque chose, les amis, ou ça va? Moi, je parle. Je suis là, je suis devant mon micro, je parle. On a fait un essai tout à l'heure déjà. Donc, théoriquement, c'est le micro-pied qu'il faut ouvrir. Bonjour Anne Duchesne. Bonjour. Comment est-ce que vous vous sentez? Mais très bien, bien que ce soit la première fois que j'enregistre un épisode télévisé. Ouais. Il y a un petit peu de stress et d'inquiétude? Ça va. Ouais. On va essayer de vous mettre à l'aise. D'accord. Vous êtes invité pour parler d'un ouvrage que vous avez écrit, et cet ouvrage, il parle de votre famille. C'était important pour vous d'apporter ce témoignage? Mais je crois qu'effectivement, j'ai été sollicitée plusieurs fois dans le cadre de recherches scientifiques, d'une émission de radio et d'une émission télévisée, comme fille de résistants. Et donc, je pense que c'est un sujet que nous devons aborder parce que nous avons la chance d'avoir connu la paix depuis 80 ans, mais sachez que nos parents ont connu la guerre et que c'était une horreur. Alors, vous écrivez cet ouvrage. On va beaucoup parler de votre maman, qui s'appelait Reine, et on va aussi parler un petit peu de votre grand-oncle, qui s'appelait Auguste, et tous les deux avaient le même nom de famille, c'était Borms. Ça a été facile de parler avec votre maman de ces années de la résistance ou pas? Non, pour elle, les années de résistance étaient vraiment quelque chose d'hyper important pour elle dans son souvenir. Et à la fin de sa vie, elle disait que c'était une des trois choses importantes dans sa vie. Mais parler de la résistance, non, ce n'était pas facile parce qu'elle a perdu énormément d'amis du fait de la répression nazie. Et c'était d'autant moins facile qu'elle a été déportée, dont plusieurs mois à Ravensbrück qui l'ont complètement cassée. Donc elle faisait
elle était assez silencieuse sur tous ces épisodes tragiques. Donc ça, c'était votre maman, résistante, plutôt du côté communiste, on va y revenir. Et votre grand-oncle, que vous n'avez pas connu directement, lui, il était collaborateur. Il a même collaboré 2 fois, hein. Il avait de la suite dans les idées en 14-18 et en 39-45. Le nom de famille Borms, il a été difficile à porter? Oui, 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 oui. Tout à fait. Pour ma mère, c'était vraiment une plaie. Et je dois dire que je la comprends encore plus depuis que j'ai écrit et édité ce livre, parce qu'il porte en couverture, il y a Borms en grand. Et donc, finalement, ma mère est assimilée à Borms, le collaborateur, alors qu'elle était une partisane armée et qu'elle a été déportée. Ouais. Nach dem Nebel. Alors pour bien comprendre l'histoire de votre famille, il y a une scission, hein, parmi les frères Borms, hein. Il y a donc un collaborateur tout à fait zélé qui a été condamné à mort, hein, à la Libération. 2 fois. Il a été condamné à mort 2 fois. Ouais. Et puis il a un frère qui est assez proche de lui, puis il y a un autre frère qui va être dans d'autres idées, et puis votre grand-père qui lui s'éloigne de la famille, qui, petite parenthèse dans l'histoire, qui perd toute sa fortune lors de la crise de 1929 et qui va avoir une existence modeste, pour pas dire difficile, en région bruxelloise, hein. C'est de cette famille-là que vous êtes issu. Oui, oui, je suis issue du côté paternel donc de mon grand-père René Borms, qui était le demi-frère d'Auguste. Il était le cadet de 13 ans d'Auguste et il était vraiment opposé aux idées de son demi-frère. Et c'est le premier qui ait souffert aussi fermement de s'appeler Borms. Il a fui d'ailleurs Sint-Niklaas-Waas parce qu'on l'avait assimilé à son demi-frère. Et donc, effectivement, il est venu habiter Bruxelles. Il a perdu toute une fortune dans le crash de 1929. Alors, votre maman, elle s'appelle Reine, hein, c'est donc la fille de ce demi-frère. Comment est-ce qu'elle rentre dans la résistance? C'est lié à ses études à l'Université libre de Bruxelles? Oui, oui, elle a toujours vécu de bourse et son père aurait voulu l'envoyer à l'usine à 14 ans. Et c'est une communiste, Madeleine Jacquemot, qui était professeure de langue germanique au lycée d'Ixelles, qui avait obligé ce père un peu irresponsable de soutenir sa fille dans les demandes de bourse. Et donc, par bourse, elle est rentrée à l'ULB. Et là, c'était vraiment ce qu'on appelle une forteresse anti-nazie. Dès l'occupation en 1940, les étudiants anti-nazis se regroupent et forment des réseaux qu'elle intègre extrêmement rapidement. Et à la fermeture de l'Université libre de Bruxelles en novembre, elle continue à militer pour empêcher les étudiants de s'engager dans la collaboration. Et elle devient courrier d'un jeune étudiant qui s'appelait Jan de Blick. Et donc, elle va être notamment utilisée pour faire le courrier, hein, pour la résistance et pour un groupe communiste. Elle distribue des tracts aussi, elle appelle à manifester. Elle s'installe à Liège, hein, donc elle n'est plus à Bruxelles pendant la guerre, et elle va finalement arrêter à la toute fin de la guerre. Oui, d'abord il faut dire que le nom Borms, ce n'est pas une voie d'entrée extrêmement positive pour entrer dans la résistance. Et donc les partisans armés de Liège s'étaient renseignés pour savoir si elle était fiable. Avant de l'intégrer dans le réseau de résistance, elle était donc courrière, ce qui était un poste important. Nous, on a l'impression que courrier, ça veut dire faire du vélo pour aller donner des enveloppes à gauche et à droite, mais c'était quand même des postes extrêmement dangereux et importants. On risquait sa vie. On risquait sa vie, et donc en avril 1944, elle appelle à manifester, elle chôle sur les murs de l'université, elle a été dénoncée et elle est arrêtée par la Gestapo. Elle est arrêtée, elle est interrogée, Oui. elle va faire l'objet de tortures physiques et psychologiques, on y reviendra peut-être, et puis elle est déportée finalement à Ravensbrück. Elle revient, elle se marie à un monsieur Duchesne qui est votre papa, et ce qui permet ensuite que vous racontiez aujourd'hui cette histoire. Je vous repose la question du début, Anne Duchesne.
comment ça a été les dialogues avec votre maman? Est-ce qu'elle a facilement parlé de cette période-là? Est-ce qu'elle vous a tout raconté dans les détails? Ou est-ce que c'est parce qu'elle ne vous a pas dit grand-chose que vous avez finalement décidé de un peu enquêter et d'écrire cette histoire? Non, non, elle ne m'a pas du tout parlé dans les détails, ni de la résistance, ni de la déportation. Et comme j'avais été sollicitée pour une recherche scientifique, pour témoigner comme enfant de résistant, parce qu'il faut dire que mon père était partisan armé à Bruxelles, j'ai eu l'occasion d'écouter des enregistrements des témoignages et de mon père et de ma mère à un historien, José Gotovitch, qui faisait sa thèse de doctorat sur la résistance communiste. Et c'est en écoutant les témoignages de mes parents que je me suis rendu compte que j'ignorais tout de leurs activités de résistants. Et concernant la déportation de ma mère, je dirais à la limite, heureusement qu'elle m'a protégée de témoignages absolument abominables. C'était une nécessité pour vous de coucher tout cela sur papier. Vous avez aussi participé à une création radiophonique. Vous avez raconté tout ça chez nos collègues de la RTBF dans un feuilleton historique où on met en parallèle l'histoire d'Auguste et l'histoire de Rennes, donc les deux versants de la famille Bams. Aujourd'hui, vous êtes là pourquoi, Madame Duchesne? Vous vous sentez l'obligation de témoigner? Oui, 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 oui. Enfin... d'abord parce qu'on me l'a demandé depuis plusieurs années. Et puis j'ai fait des recherches d'abord pour moi. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, il y a quand même une histoire quand même assez dingue entre ce collabo condamné à mort 2 fois et exécuté en 1946 et cette femme qui a été une déportée exemplaire, une résistante et une déportée exemplaire. Et comme j'aime bien écrire, de fil en aiguille... je me suis intéressée à la littérature, aux témoignages, et j'ai mêlé l'histoire de mes parents à toute une réflexion sur l'engagement politique, la transmission mémorielle. Alors, par rapport à la transmission mémorielle, je ne peux être qu'inquiète à l'époque que nous vivons maintenant, parce que l'extrême droite et les idées, je dirais, qui flirtent avec l'extrême droite allemande, font florès et je suis vraiment inquiète de l'avenir de la démocratie et de la liberté de penser. C'est ça le sens de votre témoignage aujourd'hui? Oui. Oui. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des amis de votre maman, des amis de la déportation? Oui, ou rarement? Oui, des amis de la filière de résistance surtout. Elle avait une grande amie, Suzanne Delcroix, qu'elle a rencontrée dans un séjour à la Croix-Rouge au Danemark après la guerre. Et cette Suzanne a été déportée à Joher, était résistante. Son frère Serge est mort à Mauthausen et son père Albert Delcroix a été fusillé comme otage au tir national. Et donc j'allais très souvent chez Suzanne et je jouais beaucoup avec ces 2 filles que je considère comme des cousines germaines, qui sont proches. Et donc elle m'a un peu parlé de la résistance, mais elle était beaucoup plus dans le déni que ma mère. Elle disait « Oh, écoute, ne t'occupe pas de ça, c'est rien. » Voilà. Alors, on va y revenir. Je vais vous proposer d'accueillir une deuxième invitée sur ce plateau, si vous voulez bien. Anne Duchesne. Il y a votre ouvrage sur votre gauche, voilà, vous le connaissez. Et juste en dessous, il y a un épais document. C'est l'autrice de cet épais document qui s'appelle Claire Pao, qu'on va accueillir maintenant. Madame Pao, je peux vous proposer de vous asseoir en face, voilà, juste en face de Madame Duchesne. Vous ne vous connaissez pas, et pourtant, il y aurait plein de raisons que vous vous connaissiez. Oui. Claire Pao, est-ce que je peux vous demander d'expliquer qui vous êtes et quelles recherches vous avez menées? J'ai été professeur d'histoire. Professeur d'histoire. J'ai 3 enfants, 5 petits-enfants, mais qui sont grands comme ça. Et je suis spécialement heureuse de vous rencontrer, madame, parce que j'ai vécu 15 ans de recherche et de travail avec toutes vos mamans.
J'ai essayé de les approcher individuellement, mais ce n'est pas possible. Elles étaient trop nombreuses à inscrire dans la liste parce que je voulais. Les dames me l'avaient demandé lorsque je visitais le camp de Ravensbrück avec mes élèves. Au moment du 50e anniversaire de la Libération, c'était un projet de la Fondation Roi-Baudouin. On explique, vous êtes lancé dans un recensement de toutes les victimes belges de la déportation, de toutes les dames qui sont passées par le camp de Ravensbrück, donc notamment Reine Borms ou Regina Borms qui a été déportée à Ravensbrück. Il y en a eu combien en tout des femmes belges qui sont passées à Ravensbrück, femmes belges ou arrêtées en Belgique ou qui sont revenues en Belgique après, Claire Pao? Je n'entends pas bien tout ce que vous dites, mais je pense que vous demandez le nombre. Moi, j'en ai recensé 2249. Mais il faut savoir que j'intègre dans la liste celles qui sont revenues et celles qui ne sont pas revenues. Sûr, ouais. Mais celles qui ne sont pas revenues, on écrit sur Wikipédia qu'il y en avait 90 000. Impossible de les chiffrer. Quand elles meurent dans un commando, on les laisse sur un tas, qu'on envoie directement au crématoire. Quand elles meurent sur un trajet de route, on donne un coup de pied et on les envoie dans les caniveaux. Donc on ne pourra jamais chiffrer, jamais, le nombre de dames qui ne sont pas revenues, pour ne pas employer le terme décédées. Moi, depuis le début, j'ai pris le parti, en accord avec d'autres historiens, de parler d'assassinat. Parce qu'elles s'étaient engagées, elles avaient engagé leur vie contre un régime, mais un régime qui a peut-être dépassé les règles de l'emprisonnement. Ce sont des êtres humains dont qu'on prive de liberté, mais on en a fait des stucs, comme il disait. Et il se donnait le droit de leur ôter la vie à n'importe quel moment de la journée et de mille et une façons. Claire Pao, pourquoi est-ce que vous êtes lancée dans cette recherche qui a été une recherche difficile? Et quelle est votre démarche à vous aussi? C'est aussi le devoir de mémoire qui vous anime, le fait de faire ce listing de toutes ces femmes et d'essayer de raconter un petit peu une bribe de leur histoire? Oui, d'abord, Monsieur Grosfilet, ce n'est pas un devoir de mémoire, c'est un travail de mémoire. Et je m'en suis rendu compte quand j'en faisais avec les jeunes. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ont toutes les couleurs. Ils viennent de tous les pays du monde, ils viennent de pays en guerre. Et certains m'ont dit, « Madame, pourquoi êtes-vous obligée de parler de votre mémoire et de notre mémoire à nous ?» Alors je dis, écoute, moi je ne dis pas devoir de mémoire, moi je dis travail de mémoire. C'est une obligation pour nous, d'accord, mais c'est aussi un choix. Tout le monde n'est pas historien. Alors comment se démarrer? Moi j'ai répondu avec mes jeunes en 95 à l'appel de la Fondation Roi-Baudouin, qui était soucieux que dans les écoles, on ne parlait pas de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait des études d'histoire à l'université, mais on ne m'a jamais parlé des camps de concentration et de la... Je suis âgée, hein, à l'époque. C'est étonnant. On ne parlait pas encore, je dis pas encore. Et donc le déclic s'est fait lors du 50e anniversaire de la libération des camps. Et les témoins que j'avais eus dans ma classe étaient des volontaires de guerre du 5e bataillon de fusiliers qui s'étaient joints aux Alliés qui avaient débarqué de Normandie à la libération du camp de Dora. Et donc c'est un camp d'hommes, mais aussi de triste mémoire, qui fabriquait les fusées volantes, les V2, et non pas les V1. À Dora, ce n'était que les V2. Alors ce camp, on a eu des difficultés à en rassembler des informations, parce que à la libération, les Alliés se sont précipités à la sortie. Il était installé dans une montagne près de Nordhausen en Thuringe pour éviter que les Alliés ne devinent avec leurs avions l'existence de l'usine. Donc, que ce soit les Américains, les Russes et les Français étaient à se disputer
les collaborateurs scientifiques de Von Braun. Vous Oui. devez savoir ça. Ça, c'est ce qui s'est passé à Dora. Je voudrais qu'on vienne sur Ravensbrück, si vous voulez Oui. bien, Donc, Claire Pao et Madame Duchesne. Après Précisons que Dora, c'est un camp de femmes, Ravensbrück. Et Voilà. d'enfants. Ouais. Et d'enfants. Ouais, et d'enfants. Ce que j'ignorais complètement. Ouais. Qu'est-ce que vous savez de la vie dans ce camp, Anne Duchesne? de la quoi? De la vie dans ce camp. De la vie dans ce camp. D'abord, pourquoi Attendez, il m'a posé la question à moi. ai-je accepté de travailler ce sujet-là? Parce que quand nous avons visité Ravensbrück, après tous les autres camps, les dames nous ont dit la relation est parfaite. C'était des grandes. On sont suffisamment matures pour percevoir l'horreur qui se déroulait autour de nous et sur nous. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous sortir de l'oubli? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire beaucoup de choses. Je leur ai dit, moi, je suis professeur à temps plein, j'ai un mari, j'ai 3 enfants, je vais attendre d'avoir ma pension. Et en 1968, c'est ce que j'ai fait. Je me suis présentée au centre historique au Cégès. Je leur ai développé mon projet qui avait jailli à la demande des dames. On m'a donné un petit bureau, j'y suis restée 15 ans. Voilà. Et il y a donc ce livre qui est paru maintenant avec le recensement donc, de toutes les victimes belges. Je repose ma question à Anne Duchesne. Qu'est-ce que vous savez de l'organisation de la vie dans ce camp? Comment a vécu votre maman? À quoi ça ressemblait la vie à Ravensbrück? Elle m'a témoigné de l'horreur des appels. La journée commence à 3h30, 4h du matin, par une forte chaleur ou par un froid intense. Il faut dire qu'elle était là à l'hiver 44-45, qui a été particulièrement abominable. Ouais. Et donc l'appel, c'est une punition collective tôt le matin. Les gardiennes et les SS passent dans les rangs. Ils pouvaient tuer quelqu'un parce qu'il n'était pas parfaitement aligné. Et les déportés essayaient de soutenir les malades afin qu'elles ne soient pas visualisées par les tortionnaires qui les auraient tués sur le champ. Et donc, elle m'a surtout décrit ces appels qui pouvaient prendre des heures et des heures et des heures jusqu'à ce que les nazis trouvent le bon nombre de déportés. Alors, elle m'a dit que dès l'entrée, elle se sentait mais vraiment dans l'enfer. Parce qu'il faut dire qu'elle est arrivée au moment où il y avait un afflux de déportés qui venaient un peu de tous les camps. Elle venait de Gommern et elle a été donc transportée dans des transports totalement invivables vers Ravensbrück. Et dès l'entrée, il y a une indication, le travail fait la liberté. Et donc, à ce moment-là, les femmes étaient dénudées, certaines étaient rasées, et un médecin visualisait déjà les femmes qui étaient capables de faire des travaux et celles qu'il fallait, je dirais peut-être, mettre un peu sur le côté et laisser mourir à petit feu. Oui, éliminer, il faut employer ce vrai terme. Claire Pao, il y a aussi eu des naissances à Ravensbrück, Oui. et il y a aussi eu des expérimentations scientifiques ou médicales dans ce camp. On doit dire ça aussi, pour bien s'en souvenir. Certainement. Je vais d'abord donner une petite précision sur la durée de l'appel. Il était lié au comptage. Mais pour mille et une raisons, parfois disciplinaires, on s'arrêtait, on recommençait à compter. Et il fallait que le total du matin soit identique à celui du soir. D'où l'obligation d'emmener avec soi du chalit celle qui était morte la nuit et qu'on soutenait 2 compagnes à la fois. L'horreur, elle était partout, à tout moment. Il fallait s'en méfier. Alors, les enfants, certaines sont arrivées enceintes. Oui. Elles ont dû accoucher. Oui. Et alors, la perversité, j'appelle ça ainsi, était de trouver le meilleur endroit pour l'humilier, l'écraser encore. Et donc, j'ai constaté que plusieurs d'entre elles ont été envoyées à Bruxelles pour accoucher dans des hôpitaux à Bruxelles. Alors, l'esprit
de la clinique en question ou de l'hôpital en question était, tiens, elles arrivent d'un camp. C'était le seul camp de femmes. Il n'y avait pas de déportation. Toute l'Europe était rassemblée au même régime à Ravensbrück. Elles arrivent dans un institut médical bruxellois. Bruckmann. Tout l'espoir est là. Oui, j'ai des récits. Mais on les fait accoucher au moins un, parce qu'elles n'ont pas le droit. Elles sont peut-être des collaboratrices, des maîtresses, des putes d'hommes de l'endroit dont elles viennent. Donc, la plupart ont accouché au moins un, avec la complicité d'une voisine de lit qui était une prisonnière qui revenait d'une des cliniques à Bruxelles où elles étaient hospitalisées et qui devaient subir des soins plus importants. Et on va dire aussi que ces femmes, elles sont privées de leurs enfants, hein, que leurs enfants leur sont immédiatement retirés, que si l'enfant a les traits ariens, il y a une chance de s'en sortir, et si ce n'est pas le cas, on ne le reverra évidemment le bébé, jamais. La plupart du temps, était confié à la famille. Je ne sais pas si... Mais il y a eu des accouchements à Ravensbrück. Il y en a eu, il y a eu une Kinderzimmer à partir de l'été 44. C'est ce qu'a connu votre maman, c'est normal qu'elle en parle. Anne Duchesne et Clapao, je vais devoir vous interrompre. Je voudrais juste avoir une question sur ce qui s'est passé après la libération. Il y a eu des procès, mais il a fallu attendre longtemps avant que les procès aient lieu, parce qu'il y en a eu 2 sur le camp de Ravensbrück. Est-ce qu'aujourd'hui, justice est faite? Est-ce que vous estimez qu'on a pu tourner une forme de page judiciaire sur cette affaire? Et comment se fait-il qu'on ait beaucoup moins parlé de Ravensbrück que d'Auschwitz, par exemple? Parce que c'était un camp de concentration, alors que Auschwitz, enfin une des entités d'Auschwitz, était un camp d'extermination. Mais il faut dire qu'un camp de concentration, c'était une extermination à petit feu. Et que vous pouviez être tué pour un regard mal placé ou pour avoir discuté avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Alors, pour ce qui concerne... moi, j'ai lu les témoignages au procès de Rastatt. Il y a le témoignage du commandant Zuren et de plusieurs gardiennes du camp, ainsi que des déportés. Et ça vous donne un épouvantable tableau de ce qu'on a fait vivre à ces femmes. Et je pense que la justice, bon, elle est passée, mais le problème maintenant, ce n'est pas de discuter de justice, c'est de savoir comment parler de tout ça. 80 ans après la libération du camp de Ravensbrück, et comment faire pour essayer que cette mémoire ne se retourne pas contre les victimes, que cette mémoire produise des gens qui sont, je dirais, friands de liberté et de paix. Alors parce que j'ai lu un livre, par exemple, d'un Israélien qui parlait du monstre de la mémoire et qui parle en Israël de toutes les torsions qui peuvent exister maintenant, ou il y a une dizaine d'années, chez des sujets qui vont visiter Auschwitz, qui vont visiter des camps de concentration, et de ce que devient la mémoire historique pour les jeunes générations. Et donc je me pose la question, comment en parler? Et je pense que Madame Pao a des idées là-dessus. C'était un peu, pardon, c'est un peu l'origine d'un travail que je devinais être très long. Il faut au départ, pour identifier un camp, le seul camp féminin par rapport à un autre camp, savoir qui est passé. Donc dresser la liste. Essayer de retrouver le parcours de vie pendant les années de guerre et spécialement celui pendant le camp. C'était un des premiers objectifs du livre. Au début, je ne pensais faire que ça parce que c'était déjà très long de retrouver toutes les dates de temps de la résistance, des prisons, et puis arriver au camp. Et maintenant qu'il a été édité, j'ai été amenée quand même à le personnaliser, à l'humaniser un peu plus. Et donc, il y a toute une série de portraits, mais beaucoup trop peu
par rapport aux 2000, parce que ça prend un temps infini d'aller dans l'histoire personnelle de la maman ou de la grand-mère. Et j'ai aussi fait comme vous, dépouiller ce que je trouvais comme renseignement du procès d'Hambourg et du procès de Rastatt. Mais saviez-vous qu'après la guerre, toutes les archives des 2 procès ont été enfermées à Londres ou à Paris, suivant que c'était les archivistes anglais qui avaient récupéré le gros lot d'Hambourg et les Français de Rastatt. Et on a interdit l'ouverture de ces archives pendant 100 ans. J'ai été proposée par des spécialistes qui, normalement, sont reconnus internationalement. Mais il n'y a eu rien à faire. On ne vous a pas ouvert les archives. S'il vous plaît. On ne vous a donc pas ouvert ces archives. Je n'ai pas. On n'a pas ouvert les archives. On n'a pas ouvert les archives. On s'est contenté d'ouvrir les archives de Nuremberg. Et le monde entier s'est dit, la mémoire du camp d'extermination, c'est un procès de siècle en siècle. Hein. Ce n'est pas depuis hier que les Allemands sont acharnés pour se débarrasser de cette race impure. Donc, on s'est dit, on a assez parlé avec Nuremberg et les autres camps, parce que les procès d'Hambourg et de Rastatt pour Ravensbrück ont eu leur identique de l'autre côté. Mais d'autre part, les témoins qu'on a fait venir, il y en a 2. Vous avez parlé tantôt de Mme Jacquemotte et Mme Ekman. La deuxième n'a pas eu tant de parole. Après avoir tout ça été minuté, écouté le témoignage de Mme Jacquemotte, on a dit à Mme Ekman, rentrez chez vous. Elle est revenue 6 semaines après. Elle a demandé d'avoir de nouveau le droit de parole. On lui a dit, venez. Elle vient à ses frais. Elle paye elle-même son logement à Rastatt. Et le même procédé s'est déroulé. Au moment où c'était son temps de parole, on l'a fait taire. Je vais vous arrêter, Anne Duchesne et Claire Pao. On va juste dire à quel point vos témoignages sont importants, l'histoire de la famille Borms, le recensement fait par Claire Pao de ces 2249 dames belges qui ont été déportées à Ravensbrück. Je vous donne un dernier mot, Madame Duchesne, et puis après on va avancer dans l'émission. Je voudrais rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui restaient des résistants, même lorsqu'ils étaient déportés. Ainsi, ma mère a refusé d'aller travailler comme commando aux usines Siemens, parce qu'il faut dire que les camps de concentration servaient à exploiter une main-d'œuvre jetable et malléable à souhait. Donc elle a refusé de travailler pour Siemens, qui était une usine d'armement et de métal, je pense. Et là, elle a continué à résister, même famélique, même malade. Elle a été alors dans le pénitencier, qui était le mouroir ultime de Ravensbrück. Et j'ai lu beaucoup de témoignages, ainsi d'un photographe espagnol, de gens qui ont continué à résister, même enfermés, même torturés, même dans des conditions d'avilissement extrêmes. Voilà, on va renvoyer vers vos témoignages respectifs. La famille Borms, donc c'est l'ouvrage de Anne Duchesne, c'est aux éditions Racine, une famille entre collaboration et résistance. Et puis pour l'ouvrage de Claire Pao, ce travail de recherche, puisqu'il a fallu identifier tous ces noms alors que les archives avaient été brûlées, les archives du camp, ces dames de Ravensbrück, c'est paru aux éditions de l'Institut de recherche historique. Le livre est épuisé pour l'instant, mais il va probablement être réédité pour ceux qui le cherchent. Je vais vous proposer de changer d'ambiance. On est quand même dans une émission culturelle. Je voudrais qu'on s'offre une petite respiration, si vous êtes d'accord. On va accueillir François Vaiana. Comment s'appelait votre maman? Reine Son Borms. nom, mais son nom de jeune fille? Borms.
François Vaiana, bonjour. Je Bonjour. sais que ce n'est pas la position la plus confortable après tout ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous acceptez le défi de redonner un petit peu de lumière et de légèreté dans cette émission? Bien sûr, et puis j'ai aussi envie de remercier les deux qui ont invité ici pour leur témoignage. C'est très touchant et de faire partie de cette émission avec vous et d'entendre vos témoignages. Donc merci beaucoup déjà. Ouais. On peut vous demander quel âge vous avez, François Vaiana? 42 ans. Ouais. Est-ce que ça vous parle, ces histoires de collaboration et de déportation, ou est-ce que, comme nous l'ont dit Anne Duchesne, Claire Pao, il y a une crainte que la mémoire se perde au fur et à mesure que le temps avance? Je pense que c'est un héritage qu'on partage tous en fait. En tant que Belge, en effet, j'ai l'impression qu'en Belgique, de manière générale, on est très difficile à reconnaître nos torts du passé par rapport à plein de sujets, dont celui-là. Donc je pense que c'est vraiment important de partager ça aujourd'hui. Moi, ça me fait du bien d'entendre vos témoignages et directement. Et donc, oui, moi je pense que c'est important. Ouais. Alors, on va vous présenter, François Vaiana. Vous n'avez rien à voir avec cette période-là de l'histoire. Vous êtes chanteur. Oui. On peut dire jazz ou c'est réducteur? Jazz est un grand mot et c'est plutôt l'intention qu'on met au mot jazz qui est réducteur. C'est plutôt une musique de la musique improvisée, de la musique écrite. Oui, c'est très large en fait le jazz. Oui. Ouais. Vous êtes là pour fêter un anniversaire, c'est le Bruxelles Vocal Project qui fêtera ses 15 ans. Il y aura bientôt une représentation au Théâtre Marny. Qu'est-ce qui vous a décidé il y a 15 ans de lancer ce projet? On a lancé ce projet il y a 15 ans au Conservatoire de Bruxelles flamand, dans la classe de David Links. On était une quinzaine de chanteurs dans son cours. Et on a vraiment voulu créer un groupe qui puisse créer des projets vocaux et qui fasse écho à la scène musicale bruxelloise et qui puisse proposer nos propres projets, mais aussi être invité par des compositeurs qui ont besoin de voix pour leur création. Et donc qui ont besoin de voix, qui peuvent lire des partitions, mais aussi improviser, etc. Donc c'était ça l'envie et l'impulse. Et on est là 15 ans plus tard et c'est ce qu'on fait. Ouais. Et vous êtes combien? En fait, c'est un collectif, donc on est deux à gérer le collectif. C'est une chanteuse qui s'appelle Anu Yunonen et moi. Et alors, du coup, on travaille avec plein de chanteurs et de vocalistes différents. On est un peu un groupe à géométrie variable, donc selon les besoins des compositeurs ou des compositrices, on peut être 4, comme 6, comme 10. Voilà, donc on travaille avec plein de chanteuses et de chanteurs différents de la ville de Bruxelles principalement. Alors je vous propose qu'on entende un extrait de votre travail et puis on en reparle juste après. Parfait. Oh vous pauvres humains, Fire, 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 fire. gardez vos bois secs, cloués à la main. Fire, 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 fire. Vos âmes sensibles et vos esprits vilains sont pour moi aussi maigres qu'un petit morceau de pain. Heaven, we fed you wood, sticks and trees. Even witches and 3 little pigs. Why are you dancing your devilish dance? François Vaiana, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre un morceau qui s'appelle Fire, qui fait partie de notre album qui s'appelle Modern Tales, qu'on a créé avec un compositeur qui s'appelle John Hollenbeck, qui est batteur, et qui a écrit de la musique pour 5 voix et batterie. C'est assez rigolo de voir cette vidéo parce que c'était en fait notre sortie de disque qu'on a dû faire sans public, devant caméra, parce que c'était en pleine période de Covid. Donc c'est assez rigolo et émouvant de voir ça aujourd'hui. Ouais, donc ce disque s'appelle Modern Tales. Oui. Vous avez d'autres enregistrements peut-être dans le futur, on en parlera tout à l'heure. Je D'accord. voudrais revenir à Ravensbrück avec Anne Duchesne et Claire Pao, parce qu'il y avait de la musique à Ravensbrück et l'idée de chanter, ça a tenu certaines des prisonnières. Vous confirmez ça? Oui, oui, totalement.
Germaine Tillon, qui est une des déportées qui a tenu le coup pendant plusieurs années à Ravensbrück, a même composé un opéra qu'elle n'a pas terminé, mais qui a été, je dirais, mis en scène à la fin de sa vie. Non, le chant, la musique les a fait tenir. Parce qu'on exprime plein de choses par la musique et par les paroles. Mais il faut dire que la musique avait aussi de l'importance pour les Allemands, pour les nazis, qui utilisaient la musique pour un peu anesthésier les déportés, si tant est qu'elle n'était pas déjà tout à fait anesthésiée par la faim, la soif et les maladies. Ouais. Claire Pao, il y a eu de la création artistique malgré tout dans ces camps, il y a eu des moments de légèreté, on s'est servi de l'art pour résister. Moi, j'avais un exemple que j'ai approché. C'est une nuit de Noël 44. Oui. Nous sommes dans la baraque des Françaises qui savaient qu'existait dans la baraque des Belges une dame qui avait été cantatrice. Elle s'appelle Nelly Mousset et elle a accepté de chanter Noël. Donc des Noëls traditionnels, il est né le divin enfant, Noël nouvelet, Ouais. tout ce que, avec beaucoup d'émotion et sans doute beaucoup de larmes pour toutes ces dames, elles ont chanté pendant toute la veillée. Et à la fin de la veillée, une d'entre elles, elles sont 1500 dans une baraque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Non, c'est que c'est- 1500. Si, je peux imaginer. Bon. Il y en a une qui se lève, mais évidemment, elle a dû avoir un petit peu s'approcher de la cantatrice et elle lui demande de chanter Madame Butterfly. Donc ça aussi, c'était un coup d'émotion parce que des Françaises et des Belges ont déjà une culture musicale pour la plupart, ont déjà été au théâtre, ont entendu, donc sont familières de cette chanson. Et à la fin de la chanson, celle qui l'a demandé s'approche de la cantatrice et aux surprises, elle n'est pas comme tout le monde, elle est chinoise. Donc elle a un autre physique, c'est une asiatique. Et elle l'embrasse pour lui dire merci. Et c'est le début d'un choc amoureux, véritablement, Magnifique. ce qu'on appelle un coup de foudre. Et il se fait qu'après la guerre, comme une partie des dames de Ravensbrück avait été échangée par un contact entre le comte Bernadotte de Suède, directeur de la Croix-Rouge internationale, et Himmler, qui cherchait à se faire bien voir du côté des Alliés et peut-être bien succéder à Hitler, la Croix-Rouge a accepté d'envoyer des bus blancs avant la libération, l'arrivée des libérateurs. Et ainsi, il y a 750 femmes belges, en tout cas, qui ont pris ces bus et qui, après, ont pu monter dans des bateaux vers la Suède. Et à Malmö, tout ce qui était institution charitable, je ne sais pas si votre maman faisait partie. Non, non, elle était au Strafblock, c'est-à-dire au pénitencier. N'en dites rien, hein. Non. Et elle m'a d'ailleurs protégée, elle m'en avait pas parlé. Elle a été au pénitencier et ils sont venus chercher les femmes, ils voulaient les faire travailler à tout prix. Et ils les ont emmenées à Berlin. Dans une usine. Et là, Berlin a été bombardé par les Alliés et les dames ont été prises dans le bombardement. La plupart sont mortes. Elles sont restées à Berlin parce qu'il y avait eu l'appel, il fallait le nombre. Et bon, les Allemands étaient dans tous leurs états parce que faire des mortes, on ne savait pas combien il y en avait, où elles étaient, si elles avaient fui, etc. Ils étaient obsédés par le nombre de déportés à garder en vie pour travailler. Et donc, après 3 jours à C'est Berlin... parce qu'ils y gagnaient, hein. Elles étaient payées pour leur travail, Oui, mais oui, dans oui. la poche de Himmler, entre autres. Et donc, après 3 jours à Berlin, le troupeau, je vais dire le troupeau, c'est la troupe de dames qui restaient, elles pesaient entre 30 et 40 kilos tous. Hein. Toutes, elles ont été envoyées dans la marche de la mort vers Sachsenhausen. Il faisait moins 30, ma mère n'avait pas de bas, pas de chaussures, elle s'était foulée
le pied. Elle avait une pneumonie, une tuberculose et elle avait des problèmes rénaux. Elle est arrivée donc à Ravensbrück, à Sachsenhausen à pied et ça a été la fin du calvaire. Ouais. Où C'est elles la ont fin été du calvaire. libérées. hein. Ouais. Ça nous éloigne quand même un Oui. petit peu de la musique de François Vaiana, vers laquelle je voudrais quand même qu'on revienne pour la Il y a fin de aucun cette émission. problème. Vraiment aucun Mais problème. parce que la question que j'avais envie de vous poser, François, c'est le chant, c'est le souffle, c'est la vie. Est-ce que vous avez fait d'autres instruments de musique ou ça a toujours été le chant? J'ai commencé par d'autres instruments. J'avais commencé par jouer la basse et la batterie. Et puis mon père, qui est musicien de jazz, m'avait invité un jour sur scène pour l'accompagner. Et ça a été la révélation pour moi. Je pense que le chant, j'ai un rapport très émotionnel avec la voix, avec la prise de parole et avec le côté direct entre ce que je raconte, ce que je dis avec émotion et avec mon instrument qui est mon corps et ce que je donne au public et ce que le public reçoit. Ce côté direct, instantané entre les émotions et ce qu'on raconte m'émeut énormément. Ouais. Quand Donc, on vous dit que, par exemple, dans les camps de concentration, les prisonnières avaient malgré tout la force et peut-être le besoin de chanter, ça vous étonne ou pas? Ça ne m'étonne pas dans le sens où je pense que c'est une impulse de vie en fait. Chanter, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire avec notre corps. C'est comme danser, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire avec notre corps quand on n'a plus rien. Qu'est-ce qui reste? La voix, la parole, la musique, la beauté qu'on peut en faire. Donc ça ne m'étonne pas, je trouve ça fort. C'est une grande marque de résistance. C'est politique aussi. Donc c'est très beau, ça demande beaucoup de courage. Et oui, ça m'émeut énormément. Ouais. On va écouter un deuxième extrait de votre musique. Merci. Subjects A, B, and C. These are artworks you see. Now tell me, dear sir, which one will it be? 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 Subject A, as he saw, was as tall as a tree. Which one? A gigantic white canvas One with not much to see. With not much to see. Which one will it be? With not much to Which see. one will it be? A dot and a line, you need it. A dot and a line, you need it. A Dot dot and a line, and a you line. need it. All right, now I see it. You need it. A dot and a line. A dot. You need it. And a line. A dot and a line. Now I see it. All right, 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 now you need it. All right, now you need it. All right, now you need it. Le Brussels Vocal Project. François Vaiana, on vient d'entendre un extrait de quelle œuvre? Ça s'appelle The Prime Minister's New Art. En fait, notre disque Modern Tales, on a repris des contes connus du passé et on les contextualise dans la période actuelle. Donc on a repris toute une série de contes, dont celui-là. Voilà, et la chanson parle d'un... c'est basé sur le conte
de l'empereur et l'empereur nu, je ne sais plus comment on dit ça en français, The Emperor's New Clothes en anglais, l'empereur au... Vous connaissez ce conte où l'empereur arrive nu en pensant qu'il a une robe magnifique et qu'il n'y a que les personnes pures de cœur qui puissent voir cette robe. Voilà, et donc on a transposé ça dans un contexte actuel avec un Premier ministre qui va à une exposition d'œuvres contemporaines et malheureusement il n'y comprend rien et il se retrouve à acheter l'extincteur de feu en pensant que c'est une œuvre extraordinaire. Ouais. Donc voilà, on reprend comme ça toute une série de contes. Le choix d'avoir que des voix et une batterie, c'est un choix esthétique que vous reproduisez souvent? En tout cas, c'était l'idée de ce projet-ci. Je pense que percussion et voix, c'est un peu une instrumentation ancestrale. Si on pense au tout début de la musique, on imagine les humains qui frappent dans les mains, les pieds et qui chantent. Donc il y a quelque chose d'assez ancestral. Et on voulait transposer ça dans le monde moderne et de voir qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ou quel serait le son de cette instrumentation ancestrale aujourd'hui. Donc on fait le parallèle entre les contes du passé et en les contextualisant dans les temps modernes avec cette instrumentation. Voilà. Alors on va signaler qu'il y a donc votre concert anniversaire. Oui. Ça va se passer au Théâtre Marny. Exactement. C'est le 30 novembre. Ce sont vos 15 ans. Il y aura une série d'invités. On a parlé de David Links, le chanteur, Oui. peut-être le grand frère ou le papa qui sera là. Donc grand vocaliste belge évidemment. Exactement. Il y a Pierre Vaiana qui est votre papa qui viendra jouer du saxophone. Tout à fait. Pili Justrasen, pianiste, avec qui vous aviez enregistré Modern Tales, je ne me trompe pas? Non, on a enregistré un autre disque avec lui qui s'appelle Méditation et musique, voilà, qui est pour piano et voix. Ouais, donc il y aura toute une série d'invités dans ce concert. C'est quoi les projets du futur de ce collectif Brussels Vocal Project? On est vraiment heureux parce qu'en 2026, on a 2 productions qui vont démarrer. Une avec Musique Théâtre Lot à Gand, avec une compositrice qui s'appelle Nabou Klaarhout, qui joue du trombone et qui va écrire pour 6 voix et voix parlée, rappée. On a aussi une autre production avec Transparent, qui est une autre boîte de musique théâtre qui est dédiée à la scène et aux scènes de spectacle. Et donc là, ça va être pour 4 voix et batterie de nouveau et vibraphone. Et là, c'est composé par Gabriele Di Franco, qui est un guitariste italien. Voilà. Et en attendant, on a donc ce rendez-vous au Théâtre Marny. Merci d'être venus dans cette émission tous les 3. Anne Duchesne, donc la famille Borms, c'est aux éditions Renaissance. Pour Claire Pao, c'est Dames de Ravensbrück, c'est édité par les archives de l'État. Il faut patienter un peu pour que le livre soit réimprimé. Et puis donc pour le Bruxelles Vocal Project de François Vaiana, il y a donc ce concert la semaine prochaine au Théâtre Marny. Il y a le disque Modern Tales qu'on peut toujours trouver. Et puis il y a donc ces projets à venir. Merci d'avoir participé à cette émission. On va donner la parole à Camille Pierre maintenant. Camille Pierre qui est performeur, qui écrit, qui est poète et qui va nous proposer un texte de son cru. Ça s'appelle Musique ancienne. Les petites mains jouent de la viole de gambe, un instrument de musique ancienne, avec la caisse en bois courbe entre les jambes et un archet de cheveux au bout des doigts. La viole de gambe n'est pas un instrument très sonore, on n'en joue que dans les chambres, et pour bien entendre sa voix, il faut tendre les cheveux de chevaux contre les cordes en boyau et la caisse en bois fendu fait le reste. Peut-on bander l'archet pour faire de la viole une parfaite flèche d'amour? Ces petites mains me jouent comme un air de viole où les 2 corps sont en couple, un petit air de lutte au féminin fait main dite petite et mine de rien. Comment chanter juste là-dessus et dire avec des notes que j'ai passé mon passé à ne pas oser dire non, puis à penser pardon par honte, et qu'elle a passé un peu du sien à me redessiner par onde,
de choc. Les petites mains jouent du luth baroque, un instrument de noble origine, avec un manche immense pour atteindre la cime la plus grave du spectre et que redessine sa caisse sous les caresses du plectre. Le luth baroque n'est pas un instrument très souple, ce sont des doubles cordes à mettre d'accord. On passe des heures à essayer de s'accorder, puis on passe tout le concert à jouer un petit peu faux. Ma peau séparait-il du bois de viol, du bois de luth? Voilà les légendes dont m'ont bercé les archets de gambes que me chante la musique ancienne. Il paraît que mes jambes invitent, qu'elles vous veulent dans ma chambre, vous jouer des senteurs de sienne, que mes hanches aussi feulent, qu'elles attirent les faveurs de vos étuis. Mais je sais, moi, que je me suis fait centaure, centenaire, satyre, mi-être de corps humain, mi-écorce de être. La Daphné se métamorphose en un satané laurier pour échapper à l'Apollon. Mes jambes de branches saturent, de sutures font des nœuds d'ossature et mon tronc en peau de colon est tordu. Taille-y seulement des instruments de torture. Si tu l'oses, tu n'en tireras plus ni viol, ni lutte, pas même des pièges. La musique ancienne n'a jamais été la mienne et pourtant mes mains se souviennent des leçons de solfège. Comment s'y prend-on quand on n'avait pas bien appris que c'est aussi de bon ton de ne pas avoir envie de ses envies et de demander à l'autre de ranger son désir dans un étui étanche? J'ai dû méprendre de tous ces mensonges car il n'y avait rien de trop étrange. Peut-on brandir l'arc-en-ciel et faire de la lutte une cause plutôt qu'une conséquence? Ces petites mains me jouent comme un air de viol où l'un des deux corps, en l'occurrence le mien, était un homme trans avec des seins. Un petit air de lutte au féminin fait main dite petite et mine de sainte. Je veux en parler bien et dire avec des mots simples que j'ai passé mon passé à ne pas oser dire non, puis à penser pardon par honte, et qu'elle a passé un peu du sien à me redessiner par ondes de choc entre les jambes. Les petites mains jouent du luth baroque et de la viole de gambe. Musique ancienne, c'était donc un texte de Camille Pierre, un texte tiré de ce recueil Feu l'amour, nouveau recueil ou troisième recueil publié par Camille Pierre. Camille Pierre a également signé deux autres ouvrages, un Nature, La nature contre la nature, tout contre, et un Scandale. Feu l'amour, c'est aux éditions Maelström. Vous pouvez suivre les activités de Camille Pierre sur son Instagram, Camille_Pierre. On signale que cet artiste bruxellois est désormais partout en francophonie. Il sera notamment à Nantes au mois de janvier. Nantes, c'était un petit peu loin, mais sur l'Insta de Camille, vous pourrez sûrement avoir des dates un petit peu plus proches de Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous. C'était Connaissez-vous et on se retrouve la semaine prochaine.